Peut-on isoler un État de l'Internet mondial? C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec notre invité Stéphane Bortsmeyer, ingénieur, expert recherche et développement à l'AFNIC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors pour rappel, l'AFNIC, c'est l'office d'enregistrement désigné par l'État pour la gestion des noms de domaine .fr. Vous êtes aussi l'auteur du livre Cyberstructure, l'Internet en espace politique. Alors, cette question qu'on se pose aujourd'hui, évidemment, elle s'inscrit dans le cadre d'un conflit, celui de l'Ukraine, provoqué par la Russie. Plusieurs éléments de contexte pour commencer notre échange. Début mars, le régulateur national russe de l'Internet a bloqué Facebook, a restreint puis bloqué Twitter. Moscou évoque une discrimination à l'égard des médias nationaux. Et puis, peu après, le régulateur qui s'appelle Roskomnadzor, j'essaye de le prononcer correctement, a édité de nouvelles règles pour certains acteurs de l'Internet en Russie, avoir les serveurs de nom des domaines en Russie et plus précisément sous le tld.ru. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Ne pas avoir sur les sites web de code qui chargent des ressources hébergées à l'étranger. Alors ces TLD, ce sont des noms de domaine de premier niveau. On peut peut-être commencer par là. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Donc, à peu près toute activité sur l'Internet commence par un nom de domaine et ils sont visibles, tout le monde les voit et ils prêtent attention ou devraient y prêter attention. Une partie des noms de domaine sont composés de 2 lettres et correspondent à un code d'un pays, FR pour la France, RU pour la Russie, UA pour l'Ukraine. Et du fait que les noms de domaine sont sur une structure arborescente, si vous coupez ou si vous empêchez de fonctionner un domaine de premier niveau comme .ru, plus rien sous .ru ne fonctionne. Donc la panne ou la possibilité d'une attaque est donc prise très au sérieux par tous les gens qui gèrent ces domaines de premier niveau. Donc là, la proposition de la Russie, c'est de n'utiliser, de ne laisser en circulation, peut-être que le terme n'est pas exact, corrigez-moi, les domaines qui seraient seulement avec .ru. Alors, ce qu'exige le régulateur des communications, Roskomnadzor, c'est que les sites officiels russes, et uniquement ceux-là, ça ne s'adresse qu'à eux, aient des serveurs de nom qui soient eux-mêmes en Russie ou, dans le cas extrême, uniquement sous .ru. C'est banal. Tous les pays font ça. En fait, c'est pas nouveau. Alors, c'est pas nouveau de la part de Roskomnadzor, qui réclame ça depuis longtemps. Le fait qu'ils le répètent sans m'indiquer qu'ils ont du mal, en tout cas avant la guerre, qu'ils avaient du mal à le faire appliquer. Mais surtout, tous les pays font ça. Si on prend le domaine de premier niveau pour les services officiels aux États-Unis, .gov fonctionne pareil. On n'imagine pas un domaine dans .gov avoir des serveurs de nom en Russie ou en Chine, ou même au Brésil ou en Allemagne. Donc, la demande est un peu classique, c'est celle d'un État qui veut que ses propres services soient souverains, ne dépendent pas de ressources extérieures. C'est assez banal et pas spécifique à la Russie. Et alors, cette règle qui dit que les sites web ne peuvent plus avoir de code qui charge des ressources hébergées à l'étranger, là aussi c'est classique ? C'est classique, ou ça devrait l'être, parce qu'en fait un site web moderne est souvent, la page que vous voyez sur l'écran a souvent été fabriquée en faisant appel à plein de services et de ressources un peu partout. Et quand il y a une panne, comme ça avait été le cas par exemple de la panne de Fastly il y a quelques mois, on voit des tas de phénomènes bizarres entre les sites web qui ne marchent plus du tout à cause de la panne d'un acteur peu connu, ou qui marchent à moitié et qui affichent des choses bizarres, déroutantes. Donc, là encore, pour des services officiels qui doivent fonctionner tout le temps, c'est le b.a.-ba de l'ingénierie, ou ça devrait l'être en tout cas, de faire attention aux dépendances et à ne pas dépendre d'acteurs qu'on ne contrôle pas, qui peuvent tomber en panne. Alors pourquoi tout le monde parle de cette déconnexion de la Russie ? C'est en bonne partie... Alors il y a plusieurs explications pour ça. C'est en bonne partie le résultat du discours du gouvernement russe lui-même, qui adopte depuis des années une posture on est autonome, on est souverain, ou en tout cas on doit l'être, on est presque déconnecté, un peu comme dans la cour de récréation. Attention, je vais me fâcher. Donc il y a au moins dans les mots une démarche là-dessus. Mais c'est possible ? C'est toujours possible, on peut toujours, ça dépend des moyens qu'on y met. La Corée du Nord est complètement coupée d'Internet, donc enfin, à part pour quelques privilégiés qui ont un accès, donc c'est toujours possible. Savoir si c'est une bonne idée, savoir si le gouvernement russe le ferait, c'est une autre histoire. Même la Chine n'est pas déconnectée d'Internet. Et personne n'y a intérêt. Tout le monde a intérêt à pouvoir continuer à fonctionner, à échanger, simplement à garder une dose plus ou moins élevée de contrôle.
Donc, est-ce qu'on peut parler de censure quand on voit Facebook, Twitter restreint, Telegram aussi est surveillé aujourd'hui? Alors, il y a certainement censure, hein, c'est officiel en Russie. C'est loin d'être appliqué de manière homogène. Il y a des tas d'endroits en Russie où on peut continuer à accéder à Facebook, Twitter, parce que l'Internet russe est très varié. Il s'est construit de manière très locale, avec plein d'acteurs différents. Et jusqu'au début de la guerre, en tout cas, c'était très difficile pour le Kremlin de maintenir l'ordre et d'avoir un bouton unique qu'il suffit de presser et puis on censure partout. Donc la censure est imparfaite techniquement. De ce point de vue-là, la Chine est plus avancée, malheureusement. Mais oui, il y a clairement une censure, en tout cas elle est annoncée comme telle, qui frappe certains services et pas d'autres. YouTube, par exemple, n'est pas concerné pour l'instant. Est-ce que cette question des noms de domaine, elle est cruciale politiquement ? Elle est cruciale politiquement parce que ça sert, pour un nom de domaine d'un pays, c'est lié au pays, c'est son identité, c'est les ressources à lui qui doivent pouvoir fonctionner. Ça peut servir aussi en sécurité. Par exemple, quand vous recevez un message vous disant « Ah, c'est votre banque, il y a un problème sur votre banque, il faut que vous vous connectiez, que tapez votre login et votre mot de passe pour corriger ». C'est une des premières choses qu'on enseigne aux gens à vérifier, c'est déjà vérifier le nom de domaine. Est-ce que c'est bien celui de votre banque ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? Donc, pour toutes ces raisons, là, oui, les noms de domaine sont importants. C'est pour ça qu'en France, par exemple, c'est régulé par la loi de 2004 qui prévoit que le registre des noms de domaine dans .fr est une ressource publique et désigné par un appel d'offres avec tout un tas de mécanismes pour s'assurer que ça fonctionne bien. Alors, il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour aller, pour répondre en fait à ces mesures prises par l'agence russe. Il y a des propositions, demander le retrait de la racine d'Internet des TLD russes, le blocage au niveau des serveurs racines, des retraits d'adresses IP attribuées. Pour vous, c'est une mauvaise idée ? C'est clairement une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Alors d'abord, pour le cas de la demande de retirer le domaine national russe.ru de la racine des noms de domaine, c'est une mauvaise idée parce que si on fait ça, on met fin à la racine. Immédiatement, les Russes vont pouvoir configurer une autre racine, sans doute avec l'aide d'autres pays qui, depuis longtemps, ne sont pas satisfaits, disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la gestion de la racine, l'acceptaient jusqu'à présent parce qu'en pratique ça marche, et en pratique il n'y a pas trop de problèmes, mais si jamais il y avait réellement une mesure politique contre un des domaines nationaux comme .ru, immédiatement ça serait la scission et on verrait apparaître 2, 3, 4, 5 racines, ce qui compliquerait sérieusement le fonctionnement d'Internet, le débogage. Ceci dit, je n'y crois pas trop en constatant que malgré les demandes qu'il y a eu, le gouvernement des États-Unis, par exemple, n'a jamais supprimé .ir, le domaine national de l'Iran, de la racine, alors qu'il y a eu des demandes et que les relations sont mauvaises. Même quand il y a eu des actions en justice aux États-Unis pour la saisie de ce domaine de premier niveau .ir, à chaque fois, c'est le gouvernement des États-Unis qui est venu au secours du gouvernement iranien en disant que ça n'était pas une question pour la justice, puisque c'était une affaire de politique étrangère, donc que le pouvoir judiciaire n'était pas compétent là-dessus. Et la raison, c'est celle que je viens de dire, c'est que le jour où un domaine de premier niveau est supprimé de la racine pour des raisons politiques, le système de gestion de la racine actuelle éclate complètement et chacun part de son côté. Donc il y a une raison dans l'intérêt de personne. Très claire d'éviter la fragmentation, si je résume, de la racine d'Internet, mais est-ce qu'il y a aussi une raison peut-être plus éthique de garder un Internet neutre ? Il y a aussi ça, je ne sais pas si ce genre de préoccupation est beaucoup dans les esprits des gouvernements, mais il y a aussi cette question, alors pour le coup de, par exemple, retirer officiellement les adresses IP qui ont été allouées à la Russie, là, de toute façon, ça ne marcherait pas parce que c'est juste un enregistrement d'une base de données. Les opérateurs russes pourraient continuer à les utiliser, donc ces adresses ne pourraient pas être réaffectées, donc ça ne changerait pas forcément grand-chose. Ça entraînerait des troubles, des problèmes dans un Internet qui est déjà difficile à faire fonctionner, mais pas plus. Par contre, quand des gros opérateurs internationaux comme Cogent ou Lumen, qui ne sont pas des entreprises très connues, mais qui font fonctionner l'épine dorsale d'Internet, quand elles coupent leurs clients russes, là, on a un autre problème, c'est que ce faisant, on fait le travail de Poutine. On empêche les Russes d'accéder aux ressources qu'il y a dans d'autres pays et qui pourraient les informer. Donc, si on prétend être meilleur que le gouvernement russe et être pour la liberté, ça n'est pas logique
de couper les Russes, de faire ce que certains au Kremlin voudraient faire. Couper l'accès à Internet n'est jamais bon pour la liberté d'information. C'est ça l'idée, oui. Merci beaucoup Stéphane Bordsmeyer. Je rappelle que vous êtes ingénieur expert R&D à l'AFNIC. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour décortiquer avec nous cette épineuse question de la connexion à Internet à un État, particulièrement en situation de conflit, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. Et donc, ici, il s'agissait de la Russie. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Tech. On poursuit quant à nous, car c'est l'heure du talk pour aujourd'hui.